Alors, de retour à l'émission, on s'investit en compagnie de François Têtu de Valeurs mobilières Desjardins. François, on est en train de parler de l'évaluation des marchés. Ouais. On est tous bien contents de nos rendements, mais là, on Ouais. se demande un petit peu vers où ça s'en va. Oui, et qu'est-ce qui est le plus évalué ou surévalué carrément. Ce qu'on réalise, c'est que la Bourse canadienne, en tout cas depuis les derniers trimestres, les dernières années, a nettement moins bien fait que le reste du monde. Ça peut peut-être nous donner une piste, en tout cas, de Oui, parce que souvent, réponse. la problématique, quand on analyse certains portefeuilles, on fait des évaluations, les gens viennent à nous, on dit, bon, écoutez, donnez-nous votre opinion là-dessus. On voit vraiment une surpondération au Canada, sur une surpondération du secteur ou dans les services financiers ou les banques. C'est comme où les gens aiment leurs titres québécois, là, c'est normal. Mais si on remarque, parce que depuis 2011, l'allocation canadienne versus les actions mondiales, on voit quand même là, que les actions canadiennes ont sous-performé et pour une 5e année d'affilée, on se dirige là-dessus systématiquement. Moins bien fait que le marché que le reste du monde. Le reste du monde, mais aussi par rapport aux États-Unis, la même chose depuis 2011. Alors, ce que ça nous dit, c'est que le grand cycle haussier des ressources, quand on parle que le grand cycle haussier des ressources est terminé, ça ne veut pas dire qu'il ne se vend pas de ressources naturelles. Les prix ont tous chuté, etc., sauf que l'activité économique dans ce secteur-là, beaucoup plus difficile. Sous-performance, on le voit là, vraiment là, dans les secteurs. Bon, on a vu les compagnies pétrolières qui sortent leurs résultats, puis c'est difficile dans le secteur pétrolier. Ouais. Compagnies dans les mines et métaux, orifères, très difficile. Les banques, si on regarde les graphiques de banques, depuis un an, les banques n'ont pas vraiment donné une performance phénoménale. Alors, on repose des fois sur un titre. Il faut trouver le bon, c'est pas toujours évident. Donc, en termes de diversification, si une personne est surpondérée au Canada, bien là, on peut peut-être conseiller de diriger vers des marchés à l'extérieur. Mais en même temps, que le marché américain fasse si bien, évidemment, puis c'est pas la première fois qu'on en parle, là, ça soulève des questions. On se demande à quand un repli, un ralentissement, c'est pas un petit peu trop? Quelle est l'évaluation là, actuellement? Actuellement, dans le ratio de cours-bénéfice, en français, Sheller, qu'on est peut-être à une légère surévaluation des marchés américains. On pourrait potentiellement faire face à un certain repli. Et c'est pour ça qu'on dit que le marché américain est relativement en moyenne bien évalué ou légèrement, il n'est pas surévalué, mais peut-être un petit peu au-dessus d'une fourchette. Alors, on pourrait peut-être reculer un 10 15 Qu'est-ce qu'on voit ici? Écoutez, c'est parce qu'en fin de compte, les compagnies, quand même, en général, aux États-Unis, sortent quand même des profits ou une croissance des profits en général, sauf que, quand même, c'est que le dollar US, dans son rallye, fait en sorte que beaucoup de compagnies exportatrices, si vous allez regarder, mais, je ne sais pas, moi, des géants comme Johnson & Johnson, Procter & Gamble, vous allez voir leur rendement depuis le début de l'année et d'un rendement ou négatif. Mais l'effet de devise a autant joué en leur faveur dans les dernières années, joue en leur défaveur à court terme. Donc, on a une croissance des profits, mais la force du dollar US joue contre eux. Si on regarde aussi dans l'autre graphique, c'est qu'actuellement, dans le contexte actuel, il faut quand même continuer à favoriser, malgré tout, les compagnies où la capitalisation, excuse-moi Sophie, est plus importante en avant de nous. Parce que si on fait face à un recul, mais ceux qui se font faire moins mal habituellement, bien, ça ne sera peut-être pas les petites capitalisations, mais plus qui vont se faire plus mal ou faire plus frapper dans une correction, c'est les petites capitalisations. Donc, peut-être être prudent puis rester avec nos gros titres. Donc, on n'est pas encore dans un cycle où les petites capitalisations vont se mettre à vraiment mieux faire que les grandes. Bien, moi, je dirais à court terme, parce que c'est difficile à prévoir, mais je dirais que dans le contexte actuel, il faudrait peut-être être prudent, parce que si on recule, bien là, les petites capitalisations vont écoper davantage. Mais c'est sûr qu'en quelque part, puis là, on regarde, c'est le graphique suivant au niveau du dollar américain. C'est qu'on a peut-être entamé une pause actuellement. C'est pour ça qu'on a vu dans les derniers jours, qu'est-ce qui se passe dans les ressources naturelles, dans les terres rares, dans l'or, dans le pétrole. Puis là, on voyait vraiment, est-ce qu'on a un changement de cap? Non, pas vraiment, je crois pas. Parce qu'on a quand même peut-être, comme ils disent au baseball, parce que le baseball est revenu dans les dernières semaines, là, on est peut-être au milieu de la partie à 5e manche de la partie de baseball au niveau du dollar US. Et c'est normal qu'en cours de route, on augmente, on recule.
mais on pourrait avoir une tendance haussière qui pourrait perdurer peut-être 1 an ou 2 encore au niveau du dollar américain. Donc, mais ça ne se fera pas de façon linéaire. Non, c'est ça. Et pas une appréciation aussi rapide que ce qu'on a vécu là. C'est ça, c'était... Ça serait absolument un effondrement du dollar canadien, là. Non, c'est ça. C'est pas ça qui va arriver. Non, c'est ça. On a eu vraiment puis quand on regarde par rapport à d'autres devises, puis vous avez une conjoncture aussi, beaucoup de pays, il y a comme une guerre de devises qui laissent tomber leurs devises. Si on regarde du côté des Japonais, etc. Bon, écoutez, c'est pas pour stimuler leur exportation. Fait en sorte que le dollar US, par rapport aux autres devises, très, très fort. Mais cette tendance-là semble séculaire, c'est-à-dire elle va possiblement s'étendre au cours peut-être de la prochaine ou des 2 prochaines années. Donc, je ne crois pas que c'est fini pour le dollar américain. D'ailleurs, le graphique tiré de Bank Credit Analyst là, nous démontre qu'on pourrait encore augmenter peut-être d'un 20 25 en avant de nous au cours des prochaines années. Parfois, ça se fait sur 10 ans, 5 ans. Mais ça se fait pas de façon comme qu'on a connu. Non, c'est ça. Si rapidement. Donc, favoriser peut-être, parce que vous posiez la question, peut-être, oui, les gens se posent la question, ouais, bien là, le dollar canadien, il est bas, je devrais peut-être rester au Canada, pas aller aux États-Unis. Oui, mais écoutez, en quelque part, il faut prendre une décision. Puis sont où les meilleurs actifs, les meilleurs rendements? Bien, ce serait important qu'ils diversifient, regardent à l'extérieur ou saisir des opportunités spécifiques. Comme on dit, faire vraiment leur devoir, un processus d'achat pour faire de la bonne sélection d'actions ou de secteurs ou de pays. Oui. Donc, on a parlé de l'Europe, par exemple, mais aussi il peut y avoir certains titres spécifiques qui peuvent être intéressants au secteur. Quel secteur vous regardez actuellement, davantage? Actuellement, moi, je vous dirais, bon, il y a des secteurs qu'on est plus à long terme, qui font partie, bon, on a souvent un core où on greffe des secteurs satellites, comme les secteurs de la santé, par exemple, qu'on croit qu'au niveau de la démographie, ça fait en sorte que on parle pas juste de Valiant, mais je veux dire, l'ensemble du secteur devrait en bénéficier à plus long terme. Vous avez des compagnies quand même dans ce secteur-là qui vont quand même bien. Je regarde des compagnies comme Cigna, par exemple, qui ont un gros quasi monopole dans le secteur de la santé aux États-Unis, où eux, par exemple, vont chercher ou signent des ententes avec des multinationales pour sous-traiter tout l'ensemble de leurs bénéfices marginaux au niveau de la santé, de A à Z. Donc, Cigna est très fort dans ce créneau-là. Et de plus en plus, les entreprises, parce que c'est coûteux pour celles-ci d'arriver à gérer, je sais pas, pour 40 000 employés, un régime, donc est donné, par exemple, à contrat à Cigna. C'est un exemple. Oui. Cooper, qui est une compagnie qui est dans les lentilles cornéennes. Puis je vais vous dire qu'écoutez, quand même, la vue des jeunes, avec tous les iPads, tout ça, puis les téléphones mobiles, on aura probablement à rediscuter de ça, mais quand même, il y a des compagnies comme Cooper dans ce secteur-là, par exemple, là, qui fait bien. Donc, le secteur de la santé est un secteur là, qu'on regarde. Si on regarde du côté, les gens nous parlent souvent du pétrole. Écoutez, c'est sûr qu'on dit, ben notre traversée du désert est peut-être pas complétée au niveau du pétrole. Là, il est autour de 58 $ le baril. Fait que là, puis il va y avoir sûrement... Puis si on regarde notre prochain graphique, Sophie, c'est que ici, la ligne en orangé nous donne une moyenne du point mort en français, du point mort. Du seuil de rentabilité. Du seuil de rentabilité, c'est ça. Pour les compagnies, ici, on a quand même recensé près de 1000 trous de forage aux États-Unis. Alors, et sur ces 1000-là, le coût moyen de production est supérieur. Donc, il n'y a aucune compagnie aux États-Unis qui arrive à générer un bénéfice. En bas de 47, bien, ça, c'était il y a tout dernièrement. Donc, si on arrive là autour de 50 et quelques, vous voyez, des compagnies sûrement avoir de la consolidation. C'est difficile encore d'être prudent au niveau du pétrole. Oui, beaucoup de joueurs aux États-Unis maintenant, puis effectivement, ça peut entraîner un mouvement de consolidation. C'est tout le temps qu'on a, François Tétu. Passez là. Merci beaucoup.